Le vent du soir balayait les cyprès du cimetière de Séville comme une complainte inachevée, portant avec lui l'odeur âcre des fleurs fanées et des regrets enfouis. Aurélie n'était pas venue, son absence criait plus fort que les sanglots étouffés de la famille rassemblée autour du cercueil de grand-mère Isabella. Et soudain, dans le silence tendu qui suivit l'office, une voix familière, celle de la tante Helena, brisa l'air. Elle a toujours su pour Aurélie. Et pour cette femme. La famille se figea, les regards se croisant comme des lames dans l'ombre des croix de pierre. Mélissa, debout à l'écart près d'un muret moussu, serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle avait voyagé depuis Paris pour soutenir Aurélie. Mais voilà que le secret qu'elle chérissait depuis 3 ans éclatait au grand jour, sous le poids d'un deuil qui n'en était que le prétexte. Aurélie avait fui Séville 2 jours plus tôt, emportant avec elle un billet de train pour Madrid et un cœur alourdi par le poids des non-dits. La nouvelle de la mort de grand-mère Isabella l'avait frappée comme un coup de tonnerre, alors qu'elle était encore blottie dans les draps froissés de l'appartement de Mélissa, rue des Abbesses, à Montmartre. « Je ne peux pas y aller » avait-elle murmuré ce matin-là, les yeux rivés au plafond craquelé, tandis que la pluie fine de Paris tambourinait contre les carreaux. Mélissa, avec sa patience infinie forgée dans les tempêtes de leur amour, avait posé une main sur son épaule, sentant les muscles tendus sous la peau douce. « Pourquoi, ma chérie ? Isabella t'adorait. Elle était la seule à savoir. Souviens-toi. » Mais Aurélie avait secoué la tête, les larmes coulant enfin, libérées comme un torrent longtemps retenu. Justement. Et si les autres apprenaient ? Tante Helena, avec sa langue de vipère. Ou papa, qui prie encore pour que je trouve un bon mari catholique. Non. Je ne survivrai pas à leurs regards, à leurs murmures. Mélissa l'avait serré contre elle, inhalant l'odeur de jasmin de ses cheveux. Ce parfum qui lui rappelait les nuits volées en Andalousie, quand elle s'échappait pour danser le flamenco sous les guirlandes de lumière des ferias. Alors j'irai pour toi. Je dirai que tu es malade. Un rhume pris à Paris. Et je ramènerai ses cendres, si tu veux. C'était ainsi que Mélissa s'était retrouvée seule dans ce train poussiéreux filant vers le sud. Le paysage aride de la Castille défilant comme un film en noir et blanc. Elle avait 30 ans. Une architecte parisienne aux racines basques, avec ce tempérament fier hérité des montagnes où sa famille avait lutté pour la langue et la liberté. Aurélie. Elle était l'enfant de Séville, 28 ans. Professeure de littérature à la Sorbonne, aux yeux verts hérités de sa mère andalouse, et à la sensibilité qui la faisait trembler devant un poème de Lorca. Leur rencontre, 3 ans plus tôt, lors d'un congrès sur la poésie du XXe siècle à Madrid, avait été un coup de foudre discret, un regard échangé au milieu d'une salle enfumée. Une conversation sur les amours interdites de Federico Garcia Lorca. Et puis, inévitablement, une nuit où les mots s'étaient mués en caresses. À Séville, la chaleur de novembre était encore tenace. Un voile humide qui collait les chemises au dos des endeuillés. La maison familiale, une bâtisse ocre du quartier de Triana, bourdonnait d'activité malgré le deuil. Les cousines pliaient les nappes blanches pour le repas funèbre. Les oncles vidaient des verres de manzanilla en évoquant les souvenirs d'Isabella, cette femme au chignon serré, aux yeux perçants, qui avait tenu la famille unie d'une main de fer dans un gant de velours. Mélissa arriva en fin d'après-midi, son sac de voyage usé à l'épaule, et fut accueillie par un silence surpris. « Vous êtes ? » demanda Helena, la sœur aînée de la mère d'Aurélie. Ses lèvres pincées comme un fruit confit. Mélissa. Une amie d'Aurélie. Elle m'envoie pour la représenter.
Le mensonge glissa comme de l'huile. Mais Helena haussa un sourcil. Son regard fouillant les traits de la visiteuse comme pour y déceler un vice caché. La famille était grande. Un arbre généalogique touffu où les branches catholiques s'entremêlaient avec des secrets enfouis sous les azulejos des patios. Le père d'Aurélie. Miguel. Un retraité de l'usine de tabac. Posa une main lourde sur l'épaule de Mélissa. Entrez. Mademoiselle. Aurélie nous a écrit qu'elle était souffrante. Paris. 1. Cette ville maudite qui corrompt les âmes. Le dîner fut un rituel solennel, potage de tomates rôties, ragoût de chevreuil aux amandes, et des silences ponctués de prières. Mélissa, assise entre une cousine timide et un oncle loquace, observait tout avec l'œil aiguisé de l'architecte quelles étaient les fissures dans les murs, les alliances ternies aux doigts, les regards qui s'évitaient. Elle parla peu, se contentant de hocher la tête quand on évoquait Aurélie, elle est si talentueuse. Avec ses livres. Mais Paris. Ah. Paris. Helena. De l'autre bout de la table. Ne la quittez pas des yeux. Et vous? Mademoiselle. Que faites-vous dans la vie? Une amie si proche qu'elle vous envoie à sa place? Mélissa sourit. Un sourire qui masquait la tempête intérieure. Je suis architecte. Aurélie et moi. Nous partageons une passion pour l'art. Les bâtiments anciens. Les poèmes qui les habitent. Les mots étaient choisis avec soin. Comme des briques dans un mur fragile. Mais au fond d'elle, elle revoyait Aurélie. Nue sur leur lit. Riant aux éclats après une dispute futile sur la meilleure façon de préparer un gazpacho. Leur amour était un feu lent. Nourri de lectures à voix haute. De promenades main dans la main le long de la Seine. Et de ces nuits où elle se confiait les peurs les plus intimes, pour Aurélie. La peur du rejet familial, pour Mélissa. L'ombre d'un passé où une ex l'avait trahi pour un homme. La laissant avec une cicatrice invisible. La nuit tomba sur Triana comme un manteau de velours noir. Et Mélissa s'installa dans la chambre d'amis. Une pièce aux meubles sombres et aux rideaux lourds. Allongée sur le lit étroit. Elle envoya un message à Aurélie, je suis là. Il demande de tes nouvelles. Tout va bien. Pour l'instant. Je t'aime. La réponse arriva presque aussitôt, je suis désolée. Reviens vite. Embrasse grand-mère pour moi. Mélissa ferma les yeux, imaginant les mains d'Aurélie sur sa peau. Et s'endormit d'un sommeil agité. Hantée par des rêves de cimetière et de secrets qui s'effritent. Le lendemain. L'enterrement proprement dit. L'église de San Roch, avec ses dorures baroques et son odeur d'encens, était bondée. La famille entière, oncle, tante, cousins venus de Cadix et de Cordoue se pressaient sur les bancs de bois poli. Mélissa, en tailleur noir sobre, se tenait au fond. Un chapelet emprunté à la cousine dans les mains. Feignant la piété. Le prêtre, un homme âgé aux lunettes cerclées d'or, psalmodiait les rites en latin matinés d'espagnol, évoquant la vie pieuse d'Isabella. Sa dévotion à la Vierge. Ses charités discrètes. Mais au milieu de l'homélie, il glissa une phrase qui fit tressaillir Mélissa, Isabella avait un cœur grand comme l'Andalousie. Capable d'aimer sans juger. Même les âmes égarées. Après la messe, le cortège se forma pour le cimetière. Une procession silencieuse sous le soleil implacable. Les femmes en mantille noire. Les hommes en costume sombre. Et au centre, le cercueil porté par 4 porteurs aux épaules noueuses. Mélissa suivait. Le cœur battant. Sentant les regards peser sur elle comme des chaînes. C'est là. Au bord de la fosse ouverte.
Que tout bascula. Elena, qui avait fouillé dans les papiers d'Isabella la veille, s'approcha du groupe familial. Un vieil album photo à la main. Regardez ça, dit-elle d'une voix sifflante, tendant une image jaunie. Aurélie, adolescente, enlacée par une camarade de classe, leur visage trop proche pour n'être qu'amical. Le murmure s'éleva comme une vague. Miguel pâlit, sa moustache frémissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cousine plus jeune? Sophia osa demander. Aurélie. Elle est. Et Elena, triomphante et amère, cracha, lesbienne. Grand-mère le savait. Elle gardait ses lettres, ses photos. Et cette femme? Là, elle pointa Mélissa, c'est ça. Compagne. Aurélie nous a trahis tous. Le choc fut comme un coup de poignard. Les pleurs pour Isabella se muèrent en cris étouffés, en accusations lancées comme des pierres. Mélissa, figée, sentit le monde s'effondrer. Elle avait promis à Aurélie de protéger leur secret. Mais voilà qu'il gisait exposé, nu et vulnérable, sous le regard impitoyable du soleil espagnol. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, prête à fuir, quand une main ridée, celle de la vieille tia Carmen, sœur d'Isabella, se posa sur son bras. Attendez. Nina. La vérité n'est pas une arme. C'est un pont. Mais il était trop tard. Le téléphone de Mélissa vibra dans sa poche, un appel d'Aurélie. Elle décrocha. La voix brisée, qu'est-ce qui se passe? Elena m'a appelé. Et dans l'air chargé de poussière et de chagrin, Mélissa murmura, tout est révélé. Mon amour. Viens. Ou pars. Mais décide. Aurélie raccrocha. Le téléphone glissant de sa main tremblante sur le parquet usé de l'appartement parisien. La lumière grise de novembre filtrait à travers les volets mi-clos, projetant des ombres longues comme des doigts accusateurs sur les murs tapissés de livres. Elle s'effondra sur le sol, les genoux ramenés contre la poitrine, et laissa les sanglots la submerger, non pas pour grand-mère, dont le départ avait été une libération douce après des années de souffrance stoïque face au cancer, mais pour elle-même, pour ce fil ténu qui la reliait encore à sa famille, désormais tranché net. Séville n'était pas qu'une ville, c'était une plaie ouverte dans son âme. Enfant, elle y avait couru pieds nus dans les ruelles étroites de Triana, écoutant les guitares flamencas et les rires des voisines penchées à leur balcon de fer forgé. Grand-mère Isabella avait été son refuge, une femme qui, derrière son rosaire et ses recettes de gazpacho ancestrales, cachait un cœur rebelle. C'est elle qui, un soir d'été il y a 10 ans, avait trouvé Aurélie en larmes dans le patio, après une dispute avec un garçon qu'elle avait tenté d'aimer pour faire plaisir à ses parents. Minina, avait dit Isabella en lui caressant les cheveux. L'amour n'est pas une cage. Il est un vol. Et si ton vol te mène vers une autre femme, alors vole-au. Avec fierté. Ces mots, chuchotés comme un secret sacré, avaient été le premier fil d'Ariane dans le labyrinthe de son identité. Mais la famille élargie? Un mur d'orthodoxie catholique? Forgé par des générations de processions de Semana Santa et de mariages arrangés. Le père, Miguel, un ouvrier dévoué qui voyait dans la Vierge une mère plus fiable que sa propre épouse défunte. La tante Elena, aigrie par un divorce scandaleux dans les années 80, qui cancanait à la messe comme une pibigote. Aurélie avait fui à 18 ans pour Paris, bourse en poche, prétextant les études. Là, elle avait bâti une vie,
Cours à la Sorbonne sur Baudelaire et les passions maudites. Nuit solitaire dans des cafés enfumés. Jusqu'à Mélissa. Mélissa. Ce nom seul apaisait le chaos en elle. Elle s'était aimée d'abord par les mots, une discussion animée sur les sonnets de Lorca, où Aurélie avait défendu l'amour comme une révolution. Et Mélissa, pragmatique, comme une architecture fragile mais éternelle. Puis, le corps avait suivi des baisers volés dans les jardins du Retiro à Madrid. Des week-ends à Biarritz où Mélissa lui apprenait à surfer, riant quand les vagues la renvoyaient sur le sable comme une poupée disloquée. Leur relation était un équilibre précaire, Aurélie, l'idéaliste rêveuse, et Mélissa, l'ancrée, qui dessinait des plans pour des maisons éco-responsables tout en traçant des cartes mentales pour naviguer les crises. Mais le secret pesait. Pas un mot à la famille. Des mensonges anodins, une collègue, une amie de la fac. Et pourtant, dans l'intimité de leur lit, elles se promettaient la vérité. Un jour. Le jour du deuil n'était pas censé être celui-là. Aurélie avait espéré un adieu discret. Peut-être par visioconférence. Un rosaire récité à distance. Mais Elena. Ah. Cette vipère. Elle avait toujours suspecté quelque chose, les absences prolongées. Les photos d'Aurélie avec des femmes dans ses albums Facebook. Ses voyages en Europe sans fiancé en vue. Et maintenant, avec la mort d'Isabella, elle avait fouillé, exhumé les lettres que grand-mère gardait dans un tiroir secret des missives d'amour juvénile d'Aurélie. Écrites à une ex de lycée. Et plus récemment, une carte postale de Paris signée « Ton M ». Pour toujours. Aurélie se releva, chancelante, et se regarda dans le miroir fêlé de la salle de bain. Ses yeux verts, gonflés par les larmes, lui renvoyaient l'image d'une femme brisée mais pas vaincue. 28 ans. Et déjà tant de batailles intimes. Elle pensa à Lorca, fusillé pour ses amours contre nature, et à ces lignes, verde que te quiero verde, vert que je t'aime. Vert comme l'espoir andalou. Mélissa était son vert. Son encre. Elle ne pouvait pas la laisser seule face au tribunal familial. D'un geste résolu, elle réserva un billet pour Séville le dernier train de la soirée. J'arrive. Tiens bon. Notre vérité n'est pas une honte, c'est notre force. De l'autre côté des Pyrénées, à Séville, le soir de l'enterrement s'étirait en une veillée morose. La famille s'était repliée dans la maison, les lumières tamisées jetant des ombres dansantes sur les murs blancs. Les plats froids circulaient, jamon ibérico, olives marinées, fromage de chèvre, des victuailles pour noyer le chagrin dans la tradition. Mais l'air était chargé d'électricité, comme avant un orage d'été. Elena trônait au salon, album photo ouvert comme un livre d'accusation, commentant chaque image d'une voix mielleuse, regardez-la. À 16 ans déjà. Avec 7 camarades. Et grand-mère qui gardait tout ça. Comme si c'était normal. Miguel, assis dans un fauteuil usé, serrait un verre de brandy si fort que ses jointures blanchissaient. Ma fille. Lesbienne? C'est impossible. Elle était si sage. Petite. Sa voix se brisa. Un mélange de déni et de douleur paternelle. Sophia. La cousine de 22 ans. Étudiante en art à Grenade. Osa intervenir, Thio. Les temps changent. L'amour. C'est l'amour. Grand-mère l'acceptait? Non. Elena la foudroya du regard. Silence. Nina. Tu es trop jeune pour comprendre. Ça divise la famille.
Ça offense Dieu. Et cette Française? Laquelle part avant demain. Mélissa, reléguée à la cuisine sous prétexte d'aider, entendait tout. Elle épluchait des artichauts avec une précision rageuse, le couteau claquant contre la planche comme un métronome de vengeance. Carmen, la tia âgée, s'approcha, ses pas traînant sur les tomates. 78 ans, voûtée par l'arthrite mais avec des yeux vifs comme des braises. Elle était la gardienne des histoires familiales, celles qu'on chuchote. Pas qu'on hurle. Ne les écoute pas. Petite, murmura-t-elle en posant une main parcheminée sur celle de Mélissa. Isabella m'avait confié, ma petite fille aime comme les poètes. Librement. Si un jour ça éclate, protège-la. Les mots touchèrent Mélissa comme une caresse inattendue. Elle leva les yeux, voyant en Carmen un écho d'Isabella, la tolérance discrète, la sagesse des ombres. Merci. Tia. Mais Aurélie. Elle a si peur. Carmen sourit. Un sourire édenté mais chaleureux. La peur est le plus grand mensonge. Demande-lui de venir. La maison est grande, les cœurs le sont aussi. Parfois. La nuit avança, et Mélissa s'échappa dans le patio. Ce havre de verdure où les jasmins grimpaient le long des murs et où une fontaine murmurait inlassablement. Assise sur un banc de pierre, elle appela Aurélie en visio. L'image apparut. Floue d'abord. Puis nette, Aurélie. Les cheveux en bataille. Les yeux rougis. Un sac à dos prêt à ses pieds. Je suis en route. Le train part dans 1 heure. Mélissa. Promets-moi. Promets-moi qu'on affrontera ça ensemble. Mélissa. La voix émue. Répondit, toujours. Mon amour. Rappelle-toi notre premier été. À Ronda? Quand on a sauté du pont en se tenant la main. Sans regarder en bas. C'est comme ça qu'on va sauter maintenant. Elles rirent à travers les larmes. Un rire fragile mais vrai. Et raccrochèrent sur une promesse, à l'aube. La vérité. Mais l'aube apporta l'orage. Au petit matin, alors que le coq de Triana chantait son appel rauque, un coup à la porte de la chambre de Mélissa. C'était Miguel. Le visage ravagé par une nuit sans sommeil. Dites-moi la vérité. Êtes-vous avec ma fille? Comme un homme le serait? Mélissa, encore ensommeillée, se redressa, son cœur cognant. Elle pouvait mentir, partir. Mais les yeux de l'homme, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Aurélie, la retinrent. Oui. Sonore. Je l'aime. Plus que tout. Et elle m'aime. Ce n'est pas un péché, c'est une grâce. Miguel recula. Comme frappé. Et quitta la pièce sans un mot. Mélissa sut alors que la tempête n'était pas terminée. Elle se prépara. Enfilant une chemise blanche immaculée. Symbole de pureté dans ce chaos. Dehors. Séville s'éveillait, les marchands de churros allumaient leur feu. Les cloches sonnaient matines. Et quelque part, dans un train brinque-ballant, Aurélie approchait, portant avec elle le poids de leur amour, un amour qui, comme l'Andalousie elle-même, était fait de passion, de douleur et d'une beauté indomptable. Le train entra en gare de Séville comme un serpent fatigué, crachant sa cargaison d'âmes errantes sur le quai baigné de lumière dorée. Aurélie descendit la première, son sac à dos mordant son épaule, le cœur battant au rythme des roues qui avaient martelé la nuit. L'air était chargé d'odeurs familières, orange amère, poussière chaude,
Et ce sel lointain de l'Atlantique qui s'infiltrait jusque dans les artères de la ville. Elle est là un taxi. Un vieux site au siège crevassé. Et murmura l'adresse de Triana d'une voix que l'angoisse rendait rauque. La maison de ma grand-mère? Précisa-t-elle. Et le chauffeur? Un homme buriné aux mains calleuses? Hocha la tête sans poser de questions à Séville. Les silences en disaient long. Pendant le trajet le long du Guadalquivir, Aurélie revit les scènes de son enfance, les ferias où elle dansait en robe à volants, ignorant déjà les regards des garçons pour ceux furtifs des filles, les veillées chez Isabella, où grand-mère lui lisait des contes de fées revisités, avec des princesses qui s'embrassaient au lieu de se marier à des princes. L'Espagne change. Mi amor, lui avait dit Isabella un jour, en versant du thé à la menthe dans des verres filigranés. Mais les cœurs comme le tien changent le monde avant l'Espagne. Ces mots étaient son talisman. Maintenant, alors qu'elle approchait du précipice familial. La maison apparut au détour d'une ruelle, façade ocre écaillée, balcon de fer forgé orné de géranium rouge, et ce portail massif qui grinçait comme un reproche. Aurélie paya le taxi d'une main tremblante et frappa. Ce fut Sophia qui ouvrit, les yeux écarquillés de surprise et de solidarité. Prima. Tu es là. Viens. Vite. Elle l'entraîna à l'intérieur, loin des oreilles indiscrètes. Dans la cuisine où Mélissa l'attendait, pâle et rayonnante. Elles s'enlacèrent sans un mot. Un baiser furtif sur la tempe. Un serrement de main qui disait tout, nous sommes là. Ensemble. Mais le répit fut bref. Des voix s'élevèrent du salon, Elena. Stridente. Miguel. Tonitruant. Elle arrive? Parfait. Qu'elle explique. Aurélie prit une profonde inspiration, sentant la force de Mélissa contre son flanc, et entra dans l'arène. La pièce était un tableau vivant de tension, chaises poussées en cercle comme un tribunal. L'album photo ouvert sur la table basse. Et au centre, Carmen. Paisible. Tricotant un châle comme si le monde n'était qu'un fil à démêler. Bonjour à tous, dit Aurélie. La voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. Je suis venue pour grand-mère. Et pour nous. Les regards se braquèrent sur elle, pitié chez Sophia. Fureur chez Elena. Confusion chez les oncles plus âgés. Miguel se leva. Les poings serrés. US? Qui est nous? Ija? Toi et elle? Il pointa Mélissa, qui soutint son regard sans ciller. Aurélie hocha la tête. Les larmes au bord des cils mais la tête haute. Oui. Papa. Mélissa est mon amour. Depuis 3 ans. Grand-mère le savait. Et elle nous bénissait en secret. Un hoquet collectif. Elena bondit, mensonge. Isabella était pieuse. Elle priait pour ton salut. Mais Carmen intervint. Sa voix chevrotante coupant le tumulte comme un couteau émoussé. Silence. Elena. Ta sœur m'avait tout dit. Ma petite fille a trouvé sa moitié. Comme moi j'ai trouvé la mienne dans le silence de mes prières. Elle voulait que vous sachiez. Un jour. Pas comme ça. Mais. Les mots de Carmen firent l'effet d'une grenade. Elena pâlit. Réalisant peut-être sa propre trahison, fouiller les secrets d'une morte pour assouvir sa vindicte. Miguel s'effondra dans son fauteuil. Le visage dans les mains. Pourquoi nous avoir caché ça? Sommes-nous des monstres? Aurélie s'approcha, s'agenouillant à ses pieds comme autrefois. Enfant. Non. Papa. J'avais peur. Peur de vous perdre.
Peur que votre amour soit conditionnel. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge ancienne. Mélissa, sentant le moment fragile, prit la parole, sonore Miguel. Je ne suis pas venue voler votre fille. Je suis venue l'aimer. La protéger. À Paris, nous construisons une vie, des dîners avec du vin et des rires. Des voyages où nous redécouvrons le monde main dans la main. Aurélie m'a appris la poésie, je lui ai appris la force. Ensemble, nous sommes entières. Sophia applaudit doucement, brisant la glace. Bravo. C'est beau. D'autres cousins hochèrent la tête. Les plus jeunes surtout une génération nourrie aux réseaux sociaux. Au mariage arc-en-ciel en Catalogne. Mais Elena, refusant la défaite, lança son coup final, et l'héritage? Isabella a laissé une lettre. Pour Aurélie seule. Mais si tu es comme ça, peut-être que... Elle sortit une enveloppe jaunie de sa poche, la brandissant comme un trophée. Le cœur d'Aurélie se serra. L'héritage n'était pas qu'argent, c'était la maison. Les bijoux de grand-mère. Les souvenirs. Mais plus encore, c'était la validation. Donne-la-moi, dit-elle. La voix d'acier. Elena hésita. Puis céda. Aurélie brisa le sceau. Lut à voix haute. Les mots tremblants, à ma petite fille bien-aimée. Aurélie. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Sache que ton amour est pur, comme le Guadalquivir sous la lune. Ne crains pas ta famille, guide-la. Et dis à Mélissa que je l'accueille déjà comme une petite fille. Avec tout mon amour. Isabella. Des sanglots éclatèrent, Miguel. D'abord. Puis Sophia. Puis même Elena, dont les épaules s'affaissèrent sous le poids de la révélation. La pièce se remplit d'un chagrin nouveau, mêlé de catharsis. Aurélie et Mélissa s'enlacèrent, au centre de ce cercle brisé mais rapiécé, tandis que Carmen hochait la tête, satisfaite. Voilà. La vérité émerge, comme le soleil sur l'Alcazar. Pourtant, le conflit n'était pas apaisé. Plus tard, dans le patio, alors que la famille se dispersait pour un repas réconciliateur, Miguel attira Aurélie à l'écart. J'ai besoin de temps. Lija. Ce n'est pas facile. Pour un vieil espagnol comme moi. Mais. Je t'aime. Et elle. Si elle te rend heureuse. Il ne finit pas. Mais posa un baiser maladroit sur son front. C'était un début. Fragile comme une olive verte. Elena. Elle. Rumina sa rancune dans un coin sombre. Le soir venu. Alors que la lune se levait sur Triana. Elle appela un cousin éloigné. Avocat à Cadix, vérifie l'héritage. Il y a peut-être un moyen de contester. Pour le bien de la famille. La trahison couvait encore. Un serpent sous les pierres. Aurélie et Mélissa, seules dans la chambre d'Isabella, se blottirent sous les couvertures brodées. C'était dur. Mais on a tenu, murmura Aurélie, traçant des cercles sur le ventre de sa compagne. Mélissa l'embrassa, langoureusement. Et on tiendra encore. Notre amour est plus fort que leur jugement. Elles s'aimèrent cette nuit-là. Doucement. Comme pour sceller leur pacte, un ballet de souffles et de murmures. Sous le regard bienveillant des étoiles andalouses. Mais au matin, le ciel s'assombrit. Un appel de l'avocat, Elena contestait la lettre.
alléguant une influence indue due à la maladie d'Isabella. Le procès s'annonçait. Un nouveau front dans la guerre familiale. Aurélie, le cœur serré, regarda Mélissa, prête pour la bataille. Et celle-ci, sourire aux lèvres, répondit, pour toi. Toujours. Les semaines suivantes furent un tourbillon de papier jauni et de plaidoiries chuchotées. Un drame shakespearien joué dans les couloirs froids d'un tribunal sévillant. Helena, galvanisée par son rôle de gardienne autoproclamée de la morale familiale, avait mobilisé les oncles traditionalistes, transformant l'héritage en champ de bataille symbolique. C'est pour protéger l'honneur d'Isabella, clamait-elle. Mais ses yeux trahissaient une jalousie plus profonde, celle d'une vie sans passion. Rongée par les regrets d'un mariage raté et d'une foi qui n'avait pas su guérir ses blessures. Aurélie, revenue à Paris avec Mélissa pour les audiences, vivait sur des nerfs à vif. Les nuits, elle relisait la lettre de grand-mère, froissée par les manipulations, cherchant dans ses mots un ancrage. Elle nous voulait unis. Pas divisés, disait-elle à Mélissa, qui hochait la tête en préparant un thé fort, à la manière basque. Leur appartement devint un bastion, livres empilés comme des remparts, photos d'elles deux épinglées au mur, un collage de moments volés, de rire à la terrasse du café de Flore, de promenade sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. Sophia devint leur alliée inattendue. La jeune cousine, avec son enthousiasme millénial, lança une pétition en ligne, pour l'amour s'enchaîne, soutenez Aurélie et l'héritage d'Isabella. Les signatures affluèrent. De Grenade à Barcelone. Un raz-de-marée de solidarité LGBTQ+ en Espagne post-franquiste. Prima. Vous êtes des héroïnes. Écrivit-elle dans un message, accompagné d'émojis arc-en-ciel. Même Miguel. Après une visite hésitante à Paris, un père maladroit offrant des cigares et des excuses balbutiantes, commença à douter. Helena exagère, confia-t-il à Aurélie lors d'un appel. J'ai lu un livre que tu m'as recommandé. Sur Lorca. Ça m'a fait réfléchir. Le jour du verdict arriva comme une averse d'été, soudain, rafraîchissant. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, trancha en faveur d'Aurélie. La lettre est authentique, l'intention claire. L'héritage est sien, sans condition. Helena, défaite, quitta la salle la tête basse, suivie d'un silence qui, pour la première fois, n'était pas hostile. Plus tard, seule avec Carmen, elle craqua. Que ai-je fait? J'ai trahi ma propre sœur. La tia, sage comme les oliveraies centenaires, la serra dans ses bras. La trahison commence par la peur, finit par le pardon. Va voir Aurélie. Demande-lui. Le pardon ne vint pas d'un coup, mais par gouttes. Helena écrivit une lettre maladroite, tachée d'encre, mais sincère. J'ai eu peur pour toi. Pour nous. Pas pour ton amour, mais pour ce qu'il représentait, un monde que je ne comprenais pas. Pardonne-moi. Aurélie la lut à voix haute pour Mélissa, les larmes coulant, et répondit par un appel. Tia, viens à Paris. On recommencera. Avec du vin et des histoires. La famille se recomposa. Lentement. Comme un puzzle andalou aux pièces irrégulières. Miguel invita Aurélie et Mélissa à Noël à Séville, un Noël sans mantille rigide. Avec des chansons pop et des toasts à l'amour sous toutes ses formes. Carmen légua à Mélissa un collier de perles noires. Pour la nouvelle petite fille. Et Helena?
Elle se surprit à liker les posts de Sophia sur les droits LGBTQ+. Un pas timide vers la lumière. Pour Aurélie et Mélissa, l'émergence de la vérité fut une renaissance. Elles revinrent à Séville pour Pâques, marchant main dans la main le long de El Alcázar, indifférentes aux regards curieux. Leur amour, jadis caché comme un trésor enterré, fleurissait maintenant au grand jour, romantique dans les couchers de soleil sur le fleuve, dramatique dans les disputes passionnées sur l'avenir, humain dans les silences complices où les mots n'étaient plus nécessaires. Un soir d'été, 2 ans plus tard, elles se marièrent dans un petit jardin de Triana, sous les yeux humides de la famille au complet. Pas d'église, mais un officiant laïque qui lut des extraits de Lorca. J'ai peur de perdre la mémoire du nom de la rue où je naquis. Miguel porta Aurélie à l'hôtel, un sourire fier aux lèvres. Elena, en robe pastel, serra Mélissa dans ses bras. Bienvenue, ma belle. Et Carmen, depuis son fauteuil roulant, murmura. Isabella sourit. Là-haut. Le banquet suivit, paella fumante, guitare flamenca, et des danses où Aurélie et Mélissa tournoyaient, robes virevoltant comme des pétales de rose. La nuit tomba, étoilée et complice, et tandis que les invités s'égaillaient, elles s'éclipsèrent vers le Guadalquivir. Assise sur la rive, doigts entrelacés, Aurélie dit, on a gagné, mon amour. Pas contre eux, mais pour nous. Mélissa l'embrassa longuement, le monde s'effaçant autour d'elle. Et on continuera à gagner. Chaque jour. Avec toi. La vérité, une fois émergée, n'était plus un fardeau, mais une lumière humaine, imparfaite, éternelle comme l'Andalousie elle-même.